Explorer les aspérités de la vie, traverser les émotions, rester debout dans un monde en mutation. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions pour nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Parce qu'ici, on arme les esprits. Épisode 50, Fenêtre de Johari, et si les autres vous connaissaient mieux que vous-même. Une fois, quelqu'un vous a peut-être fait une remarque qui vous a interpellé sur un sujet que vous croyez bien connaître. Ce sujet, c'est vous. Étonnamment, cette personne a perçu de vous une chose que vous ne saviez pas consciemment, une chose que vous cachiez peut-être. Ou peut-être même s'agissait-il d'un aspect de votre personne que vous ignoriez complètement, car vous ne vous l'étiez jamais formulé ainsi. N'est-il pas surprenant de penser que finalement, nous ne nous connaîtrions pas si bien que ça? Nous ne connaîtrions qu'une partie de nous. Et que perçoivent les autres alors dans cette équation? Si je pose la question autrement, avons-nous toutes les clés en nous pour comprendre qui nous sommes? Cette question est quasi philosophique et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle mobilise la relation comme moyen d'approfondir la connaissance de soi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle que vous pourrez utiliser directement pour vous ou pour vos patients ou clients si vous êtes dans l'accompagnement. Ce modèle, c'est la fenêtre de Johari. Bien sûr, je vais vous expliquer en détail de quoi il s'agit, et comme vous savez que je n'aime pas m'arrêter au premier niveau de lecture, je vous proposerai aussi quelques limites et critiques du modèle, en tout cas quelques points de vigilance à avoir. À la fin de cet épisode, vous ne regarderez peut-être plus les retours que l'on vous fait sur vous de la même façon. Fenêtre de Johari, ce que les autres savent de vous avant vous. Alors avant de vous expliquer le modèle et comment s'en servir concrètement, revenons un peu à son contexte de création. Les origines du modèle. Nous voilà dans les années 50 aux États-Unis, en Californie, et plus précisément à Los Angeles. On est en pleine guerre froide. La chasse aux communistes commence avec le maccarthyisme, ce qui aura pour conséquence, entre autres, de favoriser une certaine culture de conformité sociale et une certaine surveillance mutuelle. Face à toutes ces incertitudes, les dynamiques collectives sont valorisées. C'est aussi le moment du déploiement de l'American Way of Life. Baby boom, consommation de masse et industrialisation. La télé entre dans les salons familiaux. La norme s'articule autour de la famille nucléaire, papa au travail, maman à la maison. L'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, développe des programmes de recherche en sciences sociales et psychologiques, favorisant l'innovation sur les thématiques du groupe et du leadership. L'ambiance est à l'expérimentation. L'atmosphère est collaborative. On y explore les relations humaines sous toutes leurs facettes. C'est dans cette atmosphère d'innovation que Joseph Luft et Harry Ingham, tous deux psychologues, élaborent leur modèle. Leurs travaux sont directement influencés par Kurt Lewin, pionnier de la psychologie sociale, dont les recherches sur la dynamique de groupe ont profondément marqué leur façon d'observer les interactions au sein des groupes. Leur idée naît du terrain, de l'observation de groupe et des interactions sociales qui y prennent place. Ils se demandent comment améliorer la connaissance de soi et la communication en groupe, car vous le verrez, dans leur modèle, les deux sont liés. C'est ainsi, dans ce contexte, que va prendre forme le concept de la fenêtre de Johari. Le nom Johari vient de l'association des prénoms des deux psychologues, Joseph et Harry.
Alors ma petite incise sur le contexte historique n'est pas anodine, vous vous en doutez. La création de cet outil répond à un besoin du moment, le besoin sociétal d'harmonie interpersonnelle, dans un contexte où l'individualisme émerge face à une nécessité de préserver la cohésion sociale et où les groupes, entreprises, familles, etc. restent centraux. Mais détaillons maintenant un peu ce modèle. De quoi s'agit-il précisément ? Cadran 1. La zone publique. Alors, il vous faut imaginer un tableau à double entrée, ou si vous préférez, un carré séparé en 4 cadrans. Sur l'abscisse, on a l'axe du soi, ce que je connais et ce que je ne connais pas. Sur l'ordonnée, c'est l'axe des autres, ce qu'ils connaissent et ce qui leur est inconnu. Alors, si vous avez du mal à visualiser, le schéma de la fenêtre est disponible sur le blog. Donc là, on se retrouve avec nos 4 cadrans. Le cadran 1, c'est celui qui est en haut à gauche. Il croise ce que je connais de moi et ce que l'autre connaît de moi. On est donc dans une zone de connu-connu. Connu de moi et connu des autres. Cette zone est donc nommée zone publique. Ce sont tous les comportements, les motivations, les croyances, les aspects de moi que je connais et qui sont connus des autres. C'est donc ce que je montre et ce que les autres voient de moi, que ce soit dans mon identité, ma posture professionnelle, mon rôle familial, dans mes relations amicales ou amoureuses. Mais ce que vous montrez, est-ce que ça correspond entièrement à ce que vous êtes ? Eh bien, pas tout à fait. Sinon, il ne nous resterait pas les 3 autres cadrans à explorer. Cadran 2, la zone aveugle. En haut à droite, c'est le cadran numéro 2, la zone aveugle. Ici, c'est ce qui est inconnu de moi et connu des autres. C'est tout ce que les autres perçoivent de moi, mais dont je n'ai pas conscience. Autrement dit, ce sont mes biais, mes angles morts. Vous allez peut-être me dire, mais comment on fait pour avoir cette information, pour en savoir un peu plus sur nos biais et nos angles morts ? Autrement dit, appréhender ce que les autres connaissent de moi, mais qui m'est inconnu. Eh bien, par les retours, les feedbacks. Ceux que peuvent vous faire vos collègues, vos amis, votre famille. Je prends un exemple. Vous êtes dans une soirée ou à un dîner. Vous parlez avec quelqu'un qui vous demande votre avis sur un sujet que vous connaissez parfaitement, car ce sujet vous passionne. Vous êtes à l'aise, ça ne vous coûte rien en termes d'énergie, car ce sujet, vous le connaissez sur le bout des doigts. Cet échange vous laissera d'ailleurs une impression de partage. En tout cas, vous étiez content de pouvoir parler avec quelqu'un d'intéressé par ce que vous aviez à dire. Vous pensez que l'histoire va s'arrêter là, vous rentrez chez vous tranquillement et vous revenez à votre vie. Mais le lendemain, un ami présent à la soirée vous fait ce retour. « Dis donc, t'as des talents d'orateur que tu nous avais cachés, hein ?» Et là, vous tombez des nues. Pour vous, il s'agissait juste d'aligner 2-3 idées sur un sujet connu. Mais ce que votre ami a perçu, lui, c'est la qualité de votre discours, la structuration de votre argumentation, la clarté de vos propos et votre charisme. Étonnant, car vous n'auriez jamais dit ça de vous. Voilà une expérience qui peut entrer dans le cadran 2 de notre fenêtre de Johari. Cadran 3, la zone cachée. Nous voici dans le cadran en bas à gauche, la zone cachée. Ici, nous sommes dans ce qui est connu de moi, mais inconnu des autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadran ? Il y a tout ce que nous savons de nous, mais que pour une raison ou pour une autre, nous ne laissons pas transparaître. Ce sont là ou les parties de nous que nous ne révélons pas aux autres. Alors pourquoi ? Peut-être parce que c'est notre jardin secret et que nous voulons justement le garder secret.
Peut-être parce que nous voyons ces parties de nous comme des vulnérabilités. On se dit « c'est une fragilité » et si c'est révélé à l'autre, ça peut me mettre en danger. Ou peut-être parce que nous pensons que certaines parties de nous sont honteuses ou monstrueuses et qu'elles doivent être cachées à tout prix. Un peu comme si nous avions peur de ce que les autres pourraient penser de nous s'ils voyaient ces parties, s'ils savaient. Alors, vous voyez bien tout l'intérêt d'aller explorer cette zone cachée. Est-ce que laisser ces éléments dans votre zone cachée vous protège ou vous isole ? Est-ce qu'il vaut mieux laisser tout cela hors de la réflexion ? Ou êtes-vous prêt à aller visiter cette zone ? Cadran 4, la zone inconnue. Nous sommes dans le dernier cadran, en bas à droite. Cette zone est à la fois inconnue de moi et inconnue des autres. Ni moi, ni les autres ne sommes conscients de ce qui appartient à cette zone. Intriguant, non ? Comment faire pour savoir ce qu'il y a dans cette zone alors ? Eh bien, si on regarde d'un peu plus près nos manières de réagir, d'interagir, de prendre des décisions, nous allons pouvoir rassembler quelques indices. Parce que certaines motivations ou croyances inconscientes nous influencent dans notre rapport à nous-mêmes, au monde et aux autres. Pour faire un lien avec la psychanalyse, on pourrait dire que ce cadran partage quelques caractéristiques communes avec l'inconscient tel que Freud l'a décrit. Ce cadran, il est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que s'y cache notre potentiel inexploité, certains désirs inavoués, des peurs ancestrales et primitives, des bribes de notre histoire intergénérationnelle, des injonctions sociales intériorisées, une certaine conflictualité psychique aussi. Les principes du changement. Dans ce modèle, tous les cadrans que je vous ai décrits sont solidaires les uns des autres. C'est-à-dire que si un cadran s'agrandit, c'est au détriment d'un autre. Les auteurs insistent sur un point. Plus on est dans le déni, plus on s'échine à cacher des choses, plus on s'aveugle, plus on perd de l'énergie inutilement. Cela vient entraver notre relation à l'autre et à nous-mêmes. Et l'objectif, selon eux, c'est d'agrandir au maximum le cadran 1, c'est-à-dire la zone publique, le connu-connu. C'est donc l'idée d'une transparence quasi totale. Selon eux, plus on est transparent, plus il est facile de travailler avec les autres, de communiquer et tout simplement de les rencontrer. Nous reviendrons sur ce point dans les critiques du modèle. Les auteurs prennent néanmoins la précaution de dire que l'exposition forcée n'est pas souhaitable et que la confiance mutuelle est préalable à toute exploration, quel que soit le cadran. Au passage, cette fenêtre de Johari peut aussi être utilisée en groupe. Le système de valeurs du groupe pourra alors se refléter dans la façon dont les inconnus de la vie du groupe sont affrontés. Le principe est le même, plus le groupe grandit ensemble, plus le cadran 1 s'élargit et mieux les individus se connaissent. Ils vont s'y sentir alors plus libres d'être eux-mêmes et percevront les autres tels qu'ils sont, au plus juste de ce qu'ils sont, pourrait-on dire. Une autre façon de parler de la fenêtre de Johari, c'est de se dire que cette fenêtre et ce qu'elle contient n'est pas figée. Elle ne sera pas la même selon les contextes et les personnes que vous rencontrerez. Ce qui appartient à votre zone publique avec un ami intime peut très bien rester dans votre zone cachée avec un collègue. Autrement dit, vous n'avez pas une seule fenêtre de Johari. Vous en avez autant que de relations significatives dans votre vie. Tout simplement parce que vous vous adaptez. Et ça nuance d'emblée l'idée qu'il faudrait tendre vers une transparence totale et universelle. L'autre détient une partie de votre vérité. Nous y voilà. L'axe fort de ce modèle, c'est que la relation non seulement nourrit la connaissance de soi, mais aide à l'approfondir. Pourquoi j'ai besoin de l'autre pour me connaître ?
L'hypothèse centrale de nos deux psychologues, c'est que j'ai besoin de l'autre pour vraiment me connaître. Autrement dit, notre identité se construit dans la relation et n'est pas seulement le fruit de notre monologue intérieur. Ce n'est pas très étonnant quand on y pense. Et cela rejoint les diverses théories de psychologie du développement, où le bébé se construit d'abord dans la relation avec ses parents, puis l'adolescent à travers ses pairs, si je simplifie un peu. La question du regard de l'autre va continuer de nous traverser durant toute notre vie d'adulte. Que ce regard soit douloureux, stimulant ou apaisant. Nous sommes bien effectivement des animaux sociaux. Notre identité, nous la construisons grâce aux informations récupérées à l'intérieur de notre corps et à l'extérieur. C'est dans la confrontation avec cet environnement extérieur que nous construisons nos limites réelles et notre intériorité aussi. Recherche de validation, de confrontation, de séduction, de respect. Les retours des autres sont multiples et contribuent tout d'abord à nous construire, puis à nous transformer. Alors on pourrait dire que grandir, c'est accepter cette part inconnue de nous. C'est accepter que l'autre est peut-être détenteur de certaines connaissances à notre sujet. Et ainsi, mieux se connaître, ça serait peut-être pouvoir se laisser aller à rencontrer un autre dans un environnement sécure. Tiens, ça me fait un peu penser au cadre de la psychothérapie, tout ça, non ? En fait, ce que je vous dis là par rapport à la construction de soi, on peut le voir à travers la différence entre les concepts d'autarcie et d'autonomie. L'autarcie, c'est une autosuffisance totale, c'est un circuit fermé. Je n'ai besoin de personne. Mais le corollaire de cette posture, c'est l'isolement, qui peut amener à une solitude subie. L'autonomie, c'est une indépendance relative. Je peux subvenir à mes besoins essentiels par mes propres moyens, mais je suis capable de demander de l'aide, de compter sur les autres et en retour de les aider aussi. Autrement dit, l'échange est possible et souhaitable. Le contraire de tout ça, c'est la dépendance et la soumission. Alors, il est intéressant de vous demander de quel côté vous êtes ou de quel côté vous tendez. Autonomie ? Autarcie ? Dépendance ? À quoi aspirez-vous ? Cela vous permettra de conceptualiser vos limites. Est-ce qu'elles sont rigides ? Poreuses ? Un peu trop malléables ? Et ainsi, vous pourrez faire un premier état des lieux de là où vous en êtes. Une fois que cela est fait, vous pourrez accueillir le retour des autres sur vous-même de façon beaucoup plus apaisée. Le feedback comme outil de lucidité. Dans cette fenêtre de Johari, aller à la rencontre de soi dans le connu-connu, c'est facile. Il suffit d'analyser notre propre situation. Pour approfondir la zone cachée, le connu-inconnu, connu de moi, inconnu des autres, nous avons l'introspection, qui nous permet ensuite de faire des choix éclairés ou de les réévaluer à l'aune de ces nouvelles connaissances. Et pour la zone aveugle, l'inconnu de moi mais connu des autres. Comment faire ? Je le rappelle, c'est là que se niche la plupart de nos biais. Et c'est le retour des autres qui va nous aider à visiter cette zone. Mais comment demander un vrai retour, un vrai feedback dont on pourrait faire quelque chose ? Pour celles et ceux qui ont déjà fait des bilans de compétences, vous avez probablement été confrontés à cet exercice d'aller vers vos collègues, vos amis, pour les questionner sur ce qu'ils perçoivent de vous. Quand on fait ça, déjà, il est important de regarder son propre état d'esprit. Dans quel état d'esprit avez-vous fait ou allez-vous faire cette demande ? Dans l'idéal, il faudrait être ouvert, réceptif et un peu plus dur, savoir accepter les retours qu'on récolte, même s'ils ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on attend. Ben oui, parce que si vous faites cette démarche en étant sur la défensive, la personne en face de vous tentera peut-être de vous ménager ou émettra une réponse qui est celle qu'elle pense que vous attendez.
Donc au final, pour vous, c'est du matériel qui est beaucoup moins exploitable. L'idée ici, ça n'est pas d'orienter les réponses. Au contraire. Donc dans la forme, cela amène à poser des questions plutôt ouvertes. Vous pouvez commencer par exemple par des questions qui portent sur des comportements observables. Puis, vous pouvez aller ensuite sur des questions plus intimes et personnelles, si vous vous adressez à des amis proches. Mais attention à ne pas prendre la personne en face pour un devin. Elle ne vous donnera pas de prédiction. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de son filtre à elle, forcément biaisé aussi, mais qui sera différent du vôtre et pourra ainsi vous révéler certaines parties de votre zone cachée. Et oui, j'insiste, elle a aussi son propre filtre de perception et d'analyse, ses propres valeurs qui guident ses actions, ses propres angles morts et ses propres blessures qui colorent sa vision du monde. Pour pousser un peu, une fois que vous avez les retours de ces personnes, vous pouvez vous arrêter là bien sûr et en faire l'analyse. Mais vous pouvez aussi co-construire sur ce feedback, en alliant votre vision à celle que vous venez de recevoir. Et là, vous allez construire quelque chose d'unique, qui n'est pas tout à fait ce que vous pensez, ni ce que l'autre pense. L'idée, c'est une élaboration commune. Si vous arrivez à avoir ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, toute sincère que soit votre démarche, vous aussi, vous allez passer les retours au tamis de votre propre filtre. Vous allez peut-être rechercher et retenir ce qui confirme ce que vous pensiez déjà. Ou si vous avez tendance à vous dévaloriser, vous ne garderez que les critiques les plus sévères. La plupart du temps, les personnes s'arrêtent là. Elles donnent le questionnaire, l'idée c'est tu me donnes ton retour et ensuite j'analyse. Ça c'est déjà très bien. Mais si vous arrivez en plus à en discuter ensuite avec la personne et à confronter ces idées ensemble, cela vous donnera beaucoup plus de pistes de réflexion. Alors oui, tout ça, ça demande un peu de courage et aussi une assise solide. Et il ne faut pas le faire n'importe comment, ni avec n'importe qui. Mais ça, on va y revenir dans la dernière partie. Peut-on explorer la zone inconnue ? Voilà une question vraiment intéressante. Peut-on aller explorer la zone inconnue de moi et inconnue des autres ? Le fameux cadran 4 qui est tout en bas à droite. Cette question n'est pas si bête. Parce que, vu que c'est inconnu, on est censé ne pas pouvoir toucher du doigt ce qui s'y trouve. Alors, vous devinez que si je pose la question, c'est qu'il y a des moyens d'aller explorer cette zone. C'est ici que se trouvent les croyances inconscientes, les talents que nous ne voyons pas, et les auto-sabotages aussi. Et cette zone, bien sûr, elle ne va pas être accessible par une belle porte d'entrée. Il va falloir ruser un peu pour trouver le moyen de s'y glisser. La première façon de l'aborder, c'est par la question de la répétition. Dans votre vie, il y a probablement des façons de faire, de réagir, qui se répètent à votre insu. Idem par rapport à votre travail ou vos relations. Ces schémas, souvent quand nous en sommes l'auteur, on ne les voit pas. Ils font un peu partie de nous. Nous y sommes habitués. Ils sont parfois un pilier structurant de notre vision du monde. Et c'est aussi ce qui explique qu'ils soient si difficiles à changer. Ces répétitions, on peut les repérer en y prêtant attention, en les conscientisant. Et c'est aussi un travail que l'on peut faire en psychothérapie d'ailleurs. La deuxième façon de l'aborder, c'est par l'expérience. L'expérience du corps, l'engagement dans l'action. Se confronter à des situations dont nous n'avons pas l'habitude et s'observer. Observer ses réactions, ses zones d'inconfort. Se laisser surprendre par ce qui a été facile et qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Se voir grandir dans la difficulté. S'observer trouver des solutions là où on aurait cru abandonner. La mise en situation, c'est une façon d'aller chercher ses limites, de les matérialiser. Surtout si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à conceptualiser ce que sont vos limites par le langage, je vous invite à aller expérimenter consciemment et à engager votre corps.
L'idée ici, c'est de commencer à faire des choses qu'on ne fait jamais ou dont on a peu l'habitude. Alors attention, quand je dis ça, vous vous imaginez peut-être faire un truc de fou, du genre vous avez le vertige et vous allez programmer un saut en parachute. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. L'idée, c'est la simplicité et le quotidien. Par exemple, vous avez l'habitude de prendre ce chemin pour rentrer du travail. Eh bien, que se passe-t-il si vous prenez un détour ? Qu'observez-vous de vous ? Ça vous met en insécurité ? En inconfort ? Ou au contraire, vous aimez sortir de la monotonie du quotidien ? Ou encore, est-ce que vous avez l'impression de perdre du temps et ça vous agace ? Vous voyez, dans cet exemple tout simple, on peut déjà recueillir un certain nombre d'informations. L'expérience que vous allez faire ne doit pas être quelque chose de trop coûteux. Sinon, toute votre énergie sera tournée sur le challenge et vous ne pourrez pas octroyer une partie de vos ressources à cette position méta qui permet observation et réflexion. Une autre manière d'atteindre cette zone inconnue, c'est la rêverie. On est ici dans le monde du lâcher-prise. Il y a la rêverie éveillée, quand vous laissez votre esprit vagabonder, et aussi les rêves nocturnes. De quoi rêvez-vous ? Qu'est-ce qu'ils disent de vous, ces rêves ? De ce que vous vivez ? Comment les comprenez-vous ? Vous savez, parfois, on rêve d'une situation complètement anodine, ou en tout cas que l'on avait perçue comme telle. Elle revient nous hanter la nuit et dit quelque chose de notre vécu. Elle nous a peut-être marqué plus qu'on ne le pensait. Il s'agit peut-être de tel ou tel détail qui nous avait échappé. Elle a peut-être plus de mal qu'on ne le pensait à être digérée, etc., etc. Et si j'élargis la question de la rêverie, il y a l'ennui aussi. L'ennui est une porte d'entrée sur vous-même, sur votre intérieur. Comment réagissez-vous à l'ennui ? Vous permettez-vous de vous ennuyer ? Et que faites-vous ? Comment êtes-vous devant l'ennui ? En panique ? Est-ce que vous l'accueillez ? Est-ce que vous ressentez du désarroi ? J'ai souvent l'habitude de dire à mes jeunes patients que l'ennui, c'est apprendre à se supporter. Et une fois que c'est fait, on peut aller à la découverte de nos trésors intérieurs. Ce ne sont là que quelques exemples, mais vous voyez qu'à chaque fois, une introspection structurée, et j'insiste sur le terme structuré, peut être un outil vraiment intéressant et transversal pour l'exploration. Enfin, un conseil. Cette zone inconnue, c'est le lieu de votre intériorité la plus profonde. Elle a besoin d'être nourrie, de rester vivante. Elle a besoin de beauté, de douceur. Chacun la stimule à sa manière. Poésie, lecture, connexion aux autres, connexion à l'imaginaire, le sien, celui des autres, jardinage, jouer d'un instrument de musique. Je vous invite vraiment à penser à la manière dont vous nourrissez cette partie. Parce que la négliger, c'est un peu comme passer un pull en cachemire à la machine à 90 degrés. Il ressortira tout petit et tout fripé. Alors avec tout ce que je vous ai dit ici, vous avez probablement perçu que la connaissance de soi n'était pas quelque chose de figé, mais un mouvement continu, un processus nourri par l'interaction avec l'extérieur et notamment l'altérité. Les pièges du modèle. Chaque modèle, vous le savez, a ses angles morts. Il n'y a pas de modèle parfait, et l'idée, ce n'est pas d'être à la recherche de l'outil parfait, mais plutôt de savoir comment l'utiliser et être conscient de ce qu'il peut apporter, ainsi que ses limites. Transparence et secret. Ce que dit implicitement ce modèle, c'est que la connaissance de soi est un progrès, que la révélation progressive des cadrans 3 et 4, à savoir les zones cachées et inconnues, sont un signe de maturité. Autrement dit, dans ce modèle, la transparence est désirable. Et si je prends le contre-pied, cultiver le secret n'est pas un objectif intéressant pour cette connaissance de soi.
Or, on peut vraiment discuter ce présupposé. Et là, je parle bien du secret, et non du déni. Car évidemment qu'utiliser le déni, c'est un système de défense coûteux. Le secret, lui, qui est donc quelque chose de conscient, peut être rapproché d'un filtre. Je choisis de dire ou non, de montrer ou non, en fonction de l'évaluation que je fais de la situation, du contexte, de la personne en face et de mon état du moment. Il relève donc d'une forme de liberté sur soi et de décision. Par ailleurs, le secret est quelque chose de crucial dans le développement de tout être humain. C'est lui qui va permettre que peu à peu, l'enfant puisse expérimenter ses propres pensées, différentes de celles de ses parents, de se différencier psychiquement. Le journal intime en est une bonne illustration. C'est un lieu secret où l'adolescent, en général plutôt que l'enfant, peut parler de ses états d'âme en toute transparence, car justement, il sait que cette transparence est protégée par le secret. La transparence se joue alors entre lui et lui. Il peut y explorer ses émotions sans en avoir honte, sans en avoir peur, et laisser libre cours à ce qui se passe en lui. Le secret permet en fait ici de développer son autonomie identitaire, son autonomie psychique. Dans les relations amicales, le secret a aussi une place très importante. Une amitié peut se sceller sur un secret qui sera bien gardé. Et dans les familles alors ? Si dans une famille ce secret sain ne peut s'installer, je parle ici du respect de la différence de chacun, et non de la question des secrets familiaux ou transgénérationnels. Eh bien, si ce secret sain ne peut s'installer, alors les individus auront plus de mal à incarner des êtres séparés, tant sur le plan psychique que réel. Si je le dis plus simplement, on vit tout collé. Tes émotions sont un peu les miennes aussi. Je suis une partie de toi comme tu es une partie de moi. Et ça crée de l'indifférenciation. Et puis il y a aussi la question du secret qui est systématiquement intrusé dans certaines familles à transactions perverses. Ici, il ne peut pas y avoir de secret, sinon tu ne fais plus partie de la famille. La loyauté au système familial passe par la transparence totale. Et si on élargit encore un peu cette réflexion, il est aussi intéressant de dire un mot sur l'aspect culturel. Comme je vous le disais au début, ce modèle est né en Californie dans les années 50, dans un contexte qui valorisait fortement l'expression de soi, l'ouverture, le partage en groupe. Mais si on se place dans d'autres cultures, et je pense notamment à certaines cultures asiatiques, eh bien la pudeur, la retenue, le fait de ne pas tout montrer de soi, font partie des normes sociales et parfois sont même des marques de respect. Donc vous voyez avec tous ces exemples que tout de même il n'est pas inintéressant de se poser la question de la place du secret, comment il est utilisé et à quoi il sert. Et d'ailleurs, quelle place occupe le secret pour vous ? Lorsque le feedback est instrumentalisé. L'autre point d'achoppement de ce modèle, c'est le feedback, le retour d'autrui sur nous-mêmes. Ce modèle présuppose que tout feedback est intrinsèquement constructif et qu'il est donné de bonne foi. Or, dans la vraie vie, tous les retours ne se valent pas et n'ont pas la même bienveillance. On l'a dit, la personne qui offre son retour a ses propres biais. Elle ne voit qu'une partie de vous et de ce qu'elle veut bien voir. En plus de ça, elle ne vous dira peut-être pas tout. Donc elle vous offrira un discours filtré. Ces filtres sont à la fois conscients et inconscients. Par exemple, elle peut vous donner un retour en fonction de ce qu'elle pense que vous attendez, ou vous donner une version teintée de l'amitié qu'elle a pour vous. Ou si c'est un collègue de travail dans un environnement très compétitif, il aura peut-être tendance à masquer vos points forts. Il y a une dimension qu'on sous-estime souvent, celle du pouvoir. Demander un retour à un père n'a pas du tout la même valeur que le demander à quelqu'un qui a autorité sur vous, ou inversement à quelqu'un qui dépend de votre autorité. Dans une relation hiérarchique, les enjeux,
enjeux de reconnaissance, de protection, de loyauté, biaisent structurellement l'exercice. Et c'est bien d'en être conscient. Vous voyez bien ici que la relation à l'autre, ça n'est jamais ou tout blanc ou tout noir, et que le contexte est vraiment important. Et puis, si on pousse le bouchon, on imagine maintenant quelqu'un de vraiment malsain qui veut blesser ou installer une dépendance psychologique. Eh bien, cette personne aura tendance à souffler le chaud et le froid, vous couvrir de compliments, puis tout d'un coup utiliser des mots comme des armes tranchantes, si bien que vous ne saurez plus vraiment à quelle perception vous fiez. Être ainsi dépendant de la vie d'une personne malsaine ou aux intentions nuisibles, cela peut aller jusqu'à créer une fragilisation de l'image de soi, induire une certaine confusion et installer une perception falsifiée de soi. C'est d'ailleurs typiquement ce que les gourous installent par le lien de l'emprise. C'est pourquoi, si vous utilisez ce modèle, pour vous ou dans le cadre de vos accompagnements, il est vraiment nécessaire de vérifier en amont si les conditions de réalisation et d'utilisation sont bien présentes. Cela nécessite une certaine solidité intérieure pour recevoir les feedbacks, être capable de faire la différence entre une critique constructive et une attaque. Ça nécessite aussi un environnement stable, je veux dire par là en dehors de tout conflit ou de crise ouverte. Ah oui, c'est logique, hein. Vous n'allez pas aller chercher le retour d'un collègue avec qui vous êtes en guerre ouverte. Il s'agit donc d'être capable de repérer quels sont les environnements sains et les personnes susceptibles de produire ce retour constructif. Et personne, je dis bien personne, ne pourra vous donner une vision d'ensemble. Le travail pour vous consistera à rassembler les pièces du puzzle et à voir quelle image se compose peu à peu. Les angles morts à l'ère du numérique. Un autre présupposé du modèle, c'est que tous les angles morts ou presque seraient démasquables. Est-ce que c'est le cas ? Je vous pose la question. En tout cas, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, cela veut dire que celui qui est capable de faire ce retour, ce feedback, de voir tous nos angles morts, pourrait modeler en partie ou influencer, dirais-je, notre vision de nous-mêmes. Vous voyez un peu le retournement ? En fait, ce feedback peut devenir un véritable outil stratégique. Je m'explique. Imaginons que je gagne ta confiance. Tu aimes bien me retrouver, tu penses que tu es dans le cadre d'un environnement sain, et qui plus est, tu as l'impression que la relation te fait du bien. Plus on est en relation tous les deux, plus je te connais. Plus je te connais, plus je peux te renvoyer des retours ajustés. Et ta vision de toi sera alors en partie co-construite avec moi. Vous me suivez jusqu'ici ? Alors si je ne suis pas une personne mais une intelligence artificielle par exemple, tu te confies souvent à moi. Quand tu as besoin de choisir un sac à dos pour partir en voyage, tu me demandes de comparer les prix. Quand tu as des peines de cœur, tu m'en parles. Et moi, je peux te renvoyer l'image que j'ai de toi au travers de tout ce que tu déposes sur ma plateforme. Ok, mais alors, vous me direz. Eh bien, le basculement se fait quand nous ne sommes plus vraiment sûrs de la plateforme en elle-même. Autrement dit, quand il y a risque d'instrumentalisation de nos données. Ces plateformes ont aussi été construites avec leurs propres biais, leur propre cadre idéologique. Pourrait-elle utiliser ces informations pour nous influencer ? Co-construire une certaine image de nous pour, au hasard, influencer nos intentions de vote, par exemple ? Parce que si je reviens à la fenêtre de Johari, on pourrait dire que les plateformes, finalement, connaissent mieux que nous-mêmes nos cadrans 2, la zone aveugle, là où se situent nos biais, et le cadran 4, notre zone inconnue. En d'autres termes, elles seraient capables de cartographier ce que, à ce stade, nous ignorons encore de nous-mêmes. Que se passerait-il si un acteur malveillant venait à se servir à instrumentaliser ces précieuses informations ? Alors, peut-être que vous vous dites que tout ça relève de la science-fiction. Pourtant, on voit déjà ce schéma opérer, à une échelle moindre bien sûr,
via les algorithmes personnalisés des réseaux sociaux, notamment autour des problématiques d'anorexie. Nous sommes là, peut-être en train d'assister à la préhistoire de possibles manipulations à plus grande échelle. Alors, je ne décortique pas tout ça pour faire du sensationnalisme. Encore une fois, quand je parle des réseaux et de l'intelligence artificielle, je précise qu'aucun outil n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est l'usage que l'on en fait et la posture dans laquelle nous sommes devant ces outils qui fera toute la différence. Être conscient des limites, des potentiels dangers, tout comme des bienfaits, peut nous permettre de doser l'usage, de penser nos réels besoins et tout simplement d'apprendre à se protéger. Conclusion. Nous avons commencé cet épisode avec cette question presque philosophique. Est-ce qu'on peut atteindre la connaissance de soi seul ? Est-ce qu'on se connaît vraiment soi-même ? Et ce que la fenêtre de Johari nous dit, c'est que la réponse, c'est non, pas complètement en tout cas. Et pas seul, pas sans faire appel à l'autre. Mais ce que les limites du modèle nous rappellent, c'est que l'autre non plus n'a pas toutes les clés. Ni vos amis, ni vos collègues, ni vos parents, ni les plateformes qui compilent nos données, en tout cas pas pour l'instant. Personne ne détient une vision complète de nous. Et c'est peut-être ça finalement la bonne nouvelle. Vous resterez toujours en partie un mystère, pour les autres et peut-être même pour vous-même. Ce qui compte, ce n'est pas de tout dévoiler, ni de tout résoudre. C'est de rester curieux, d'être curieux de soi, de rester en mouvement, d'accepter que la connaissance de soi est moins une destination qu'un chemin qu'on parcourt, dans le meilleur des cas, en bonne compagnie. Et puis, pour les passionnés de géopolitique, petit clin d'œil, savez-vous que ce modèle a été adapté par Donald Rumsfeld, secrétaire à la défense sous George Bush, dans le contexte de l'intervention en Irak en 2003. Il a appelé cela la matrice des savoirs ou la matrice des knows. Il a trouvé dans ce modèle un intérêt prospectif pour affronter l'incertitude et dépister les signaux faibles qui se nichent dans le quadrant 2, la zone aveugle, et encore mieux les ruptures, ce qu'on appelle les signes noirs, qui se cachent eux dans la zone 4, la zone inconnue. J'espère que cet épisode vous a donné envie de regarder différemment les retours qu'on vous fait et peut-être aussi vos zones d'ombre. Vous retrouverez un petit exercice facile à réaliser sur le blog monintrospection.com pour tester la fenêtre de Johari. Si cet épisode vous a plu, allez lui mettre des étoiles sur votre appli préférée et envoyez-le à un ami, car c'est ensemble qu'on pourra faire grandir le podcast. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.